Table ronde, convaincre et inciter au report modal. Je vais demander à Thomas Courtois, Cyril Thirion, Bernard Lotte et Thomas Raymond de me rejoindre pour cette première table ronde consacrée donc au report modal et aux différents instruments, aux différents dispositifs pour avancer dans cette direction. Il n'y a pas de plan de table, vous vous asseyez où vous voulez. Moi, je me mets juste à l'extérieur. Alors, on a choisi, Aurélien et Yvan Stapelski ont choisi de ces deux tables rondes, le report modal et puis dans un deuxième temps l'accompagnement de la croissance, pour bien distinguer les deux. Là, on est dans l'argumentaire, dans les dispositifs, dans la stratégie. Et je vais commencer par m'adresser à Thomas Courtois. Vous êtes responsable transport et logistique de Le Sieur. Vous pouvez nous dire deux mots pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et ce qui m'avait intéressé quand on a préparé cet échange, c'est que vous avez dit d'emblée, je reprends une phrase qui m'a semblé très intéressante, c'est à nous d'aller voir les clients, les chargeurs, c'est à nous de proposer des solutions de décarbonation. On a cette obligation, j'allais dire, pas de publicité, mais en tout cas de conviction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état d'esprit vous abordez ce défi du report modal ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là parmi vous et de vous témoigner de ce qu'on fait sur notre report modal et sur l'organisation de notre transport. Le report modal, en fait, fait partie de notre stratégie de décarbonation. C'est même l'axe majeur, en fait, de notre engagement Fret 21, par exemple. Et ça nous permet de décarboner énormément notre transport. Vous avez parlé du doublement du multimodal en objectif. Eh bien, nous, par exemple, on l'a fait en 2 ans, donc entre 2020 et 2022. On a doublé notre part de multimodal dans notre transport. Et maintenant, on est à près de 30% de nos kilomètres parcourus par du train. Donc, c'est une vraie conviction et on a une volonté vraiment forte de décarboner notre transport. Et le multimodal, et particulièrement le ferroviaire, nous permet de le faire et a un impact énorme de décarbonation que ne permet pas d'autres moyens alternatifs. Donc voilà, on est très convaincus de cela. Pourquoi on a choisi cette solution-là ? Déjà, il y a la décarbonation, mais aussi on se rend compte que c'est compétitif d'un point de vue financier, et puis que, somme toute, c'est relativement fiable. Donc on en est... Dans l'exécution, on en est très satisfait et c'est pour ça que c'est c'est un pilier de notre stratégie de décarbonation. Quelques mots peut-être sur Le Sieur pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je pensais que c'était évident. Donc Le Sieur, c'est une filiale donc, du groupe Avril et c'est le leader français de la commercialisation d'huile. Que ce soit des huiles de graines avec les marques Le Sieur, mais aussi des huiles d'olive avec Puget, et puis un peu de condiments. Voilà. Les chiffres sont assez nets, 30%. Vous dites qu'il y a une compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça ? Parce que c'est pas... On dit souvent que ce n'est pas évident que d'arriver à avoir un équilibre économique ou même un gain d'efficacité économique. Comment vous y êtes pris ? C'est pas le point le plus complexe. Je veux dire que juste en analyse tarifaire et positionnement de nos partenaires, on se rend compte que ça fonctionne et que c'est viable. Après, on a la chance d'être positionné, d'avoir nos implantations bien positionnées sur les axes ferroviaires, qui sont principalement nord-sud. Nous, on fait du Dunkerque pour aller vers Avignon, par exemple, ou du Vitrolles vers la région parisienne. Et puis aussi l'axe Bordeaux-région parisienne. Donc ça, c'est nos implantations majoritaires. Donc en effet, on peut profiter de la structure actuelle du réseau ferroviaire et puis de la proposition des acteurs multimodaux. Après, il y aurait d'autres axes à travailler et qui nous permettraient d'aller encore plus loin. On serait en attente, nous, en effet, aussi d'axes plutôt transversaux
pour combler en fait et pour faire ces transversales, hein, par exemple du Bordeaux vers Marseille ou je pense même de l'Est-Ouest entre l'Alsace et pourquoi pas la Bretagne. En tout cas, ces aspects organisationnels, enfin structuration du réseau un peu plus dense, nous permettrait d'aller encore plus loin. J'insiste un peu parce que la plupart du temps, quand on a des témoignages, on nous dit qu'est-ce que c'est difficile de passer au ferroviaire, l'acquisition de compétences et puis toutes les tracasseries administratives, réglementaires, liées aux infrastructures. Vous avez l'air, nous, ici, de nous dire finalement, ça s'est bien passé, c'était pas si compliqué que ça. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin sur votre récit de ce passage réussi? Alors, oui, mais en fait, j'en vois vraiment pas la complexité et on a vraiment noué des partenariats avec des transporteurs de confiance. On a même pour simplifier notre gestion, on a des caisses en débord dans nos sites qui nous permettent de charger en temps masqué. Ils viennent recharger en temps masqué, donc pas forcément à quai. Et puis donc les opérations de pré-acheminement et post-acheminement sont en transparence et nous on a juste l'impression de remettre une caisse comme on le remettrait à n'importe quel transporteur en fait. Et donc cette fluidité avec un apport de caisses à disposition nous permet vraiment de nous organiser de manière optimale pour nos usines, puisque principalement on utilise le multimodal sur des flux entre nos usines et l'approvisionnement de nos entrepôts, ce qui nous permet aussi éventuellement de minimiser les aléas qualitatifs, puisqu'en fait, on a toujours un stock qui nous permet d'amortir les éventuels retards. Vous semblez maîtriser très bien tous ces éléments. Vous aviez une culture avant ferroviaire, vous connaissiez déjà le secteur? Pas du tout. Moi, je suis arrivé chez Le Sieur donc, il y a 2 ans et demi. Je n'utilisais pas du tout de ferroviaire dans mon ancien métier. C'était déjà présent chez Le Sieur, donc on a doublé, mais c'était déjà dans la culture. Et ça s'est fait pour moi clairement. Hein, encore une fois, je le redis, il n'y a pas vraiment de différence avec un autre type de transport. Et d'un point de vue délai, compétitivité et qualité, ça fonctionne très bien. Et avec une relation avec un seul opérateur ou vous avez plusieurs partenaires? Alors, on a un opérateur qui est majoritaire. Et puis, on a d'autres partenaires parce qu'on se dit qu'il faut aussi développer ce nombre de partenariats pour diversifier et puis ne pas non plus être dans la dépendance. Et comme vous le disiez, vous attendez éventuellement de nouvelles routes, de nouvelles capacités pour d'autres usines pour développer le multimodal. Oui, en effet, parce que dans notre plan de décarbonation, on s'est dit que l'ensemble des lignes qui font plus de 500 km, puisque c'est un peu le 500 km, c'est le seuil de rentabilité du multimodal, mais on souhaitait les équiper, passer 100% sur du multimodal ferré. Et malheureusement, il y a certaines lignes qu'on n'a pas été en capacité de faire, justement sur le transverse. En effet, entre du Bordeaux et du Marseille, par exemple, c'est compliqué. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question à Thomas Courtois, juste sur son témoignage. Je pense que ça pourra intéresser quelques collègues d'avoir des exemples aussi prégnants. Pas de questions, on pourrait toujours revenir tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre témoignage qui donne envie de faire du combiné et d'accroître le report modal. On va aller un peu plus loin dans le modèle économique qui peut sous-tendre du report modal pour les chargeurs. Et je vais demander à Bernard Lotte de nous commenter une présentation qu'il a préparée. Je vous donne le micro. Je crois que c'est Aurélien qui la passera. Là, on commence une séquence donc, sur les certificats d'économie d'énergie. Et on va aller directement, je crois, à la slide numéro 8 ou 7, c'est ça ? 8. La 8, voilà. Tout à fait. Parce qu'on est un peu pris par le temps. Vous êtes responsable transport et logistique d'Elio. On va aller directement au CE. Peut-être juste quand même un mot sur Elio, pour ceux qui vous ne connaissent pas. Et après, vous nous expliquez un peu le dispositif des CE. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Elio, on est le nouveau partenaire du GNTC. On est une structure délégataire dans le cadre du dispositif certificat d'économie d'énergie.
Et on traite la partie transport intermodal aujourd'hui depuis maintenant 2009. Donc c'est pour dire, pour ma part, j'ai vu vraiment l'évolution de la montée en puissance, quoi qu'on en dise, de l'intermodal, puisque en 2009, il y avait quand même très très peu de lignes. Je me rappelle d'avoir eu des échanges avec certains transporteurs qui avaient même revendu leurs dernières UTI, qui me disaient non, plus jamais, je ne veux plus en entendre parler. Et on voit quand même que l'horizon est quand même florissant et qu'il y a quand même eu de très très belles évolutions. Voilà. Pour le dispositif de certificat d'économie d'énergie, bon, pour faire vite, on va essayer. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place en 2006 avec la loi POP qui était votée courant juillet 2005, qui vise donc à réduire les consommations d'énergie dans vraiment tous les secteurs, et notamment donc diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre et de 2% par an la consommation d'énergie. Donc tous les acteurs, que ce soit énergéticiens ou également distributeurs de carburant, donc, sont impactés au prorata de leur volume de vente. Voilà. Aujourd'hui, on compte plus de 150 obligés au niveau national. Donc, je pense que là, vous avez une slide où on parle vraiment de l'évolution de l'obligation, et je pense que l'évolution de l'obligation a un peu également suivi l'évolution du transport intermodal, où on est parti d'une vraiment toute première période qui était une période test, où on pouvait également récupérer et revenir sur l'antériorité des 3 premières années. Et petit à petit, on voit dans le cadre bleu, on voit l'évolution de l'obligation dans le temps. Et à partir de la troisième période, vous voyez qu'il y a un petit rectangle vert qui vient s'ajouter là-dessus. C'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie sur la précarité énergétique, qui ne concerne pas les entreprises, mais vraiment les particuliers, les bailleurs sociaux, donc pour des personnes qui ont des problématiques de revenus. Et au plus on va monter dans le temps, et on va voir que l'obligation va crescendo, et cette obligation, elle va impacter, si vous voulez, le prix du marché, puisque donc au plus l'obligation va être importante, et au plus le prix va avoir tendance à grimper. Ce n'est pas toujours le cas, notamment en troisième période, où il y a une chose qui s'est passée, donc il y a eu un lobbying des principaux obligés auprès de l'administration en disant, écoutez, si vous mettez une obligation qui est trop importante, on devait avoir normalement en P3 900 Tera, et les principaux obligés sont allés faire un lobbying auprès donc, du gouvernement. Le gouvernement les a écoutés. Simplement, ce qui s'était bien gardé de dire, c'est qu'ils avaient déjà réalisé 50% de l'obligation sur la période précédente. Et les certificats d'économie d'énergie, vous pouvez les garder à vitam aeternam du moment où vous avez un compte, vous en faites ce que vous voulez. Donc on a eu une forte chute du prix sur la période, la P3, et après le prix est reparti à la hausse en quatrième période, puisque donc là on a refait un coefficient multiplicateur de 2,5, et le prix, on est arrivé vraiment sur des volumes de valorisation très intéressants pour tout le monde, pour la profession, qui ont permis, notamment pour l'intermodal, de faire dans certains cas de figure des opérations blanches, c'est-à-dire des UTI avec un certain nombre de rotations, vous arrivez à couvrir à plus de 100% votre investissement. Ce qui s'est passé, on va le voir dans le bilan, c'est que l'obligation, même malgré ce 2,5, cette obligation, elle a été atteinte en août 2021 pour les opérations déposées, et après donc pour les opérations validées, puisque l'administration, il y a toujours un décalage d'environ 2 mois pour la validation des dossiers. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les certificats d'économie d'énergie, ça reste quand même un marché. Et c'est toujours pareil, c'est une question d'offre et de demande. Et donc, une fois que l'offre est atteinte, il n'y a plus de demande. Dans la mesure où la demande baisse, automatiquement, ça va impacter le prix des certificats. On va le voir sur la slide précédente. Voilà, où on va commencer à avoir justement une chute significative du prix, si vous voulez, à partir de 2020, où les obligés commencent vraiment à produire tous les mois, à déposer des volumes assez conséquents. Et à partir de fin 2020, début 2021, le prix, on voit une chute quand même significative. Et on va arriver aujourd'hui sur un prix, on était aux alentours de 8 et quelques, et on arrive aujourd'hui sur le prix spot, on est à 5 et des poussières, 5,50. Et sur le cours moyen, on est aux alentours de 6.
Voilà, là, ça vous donne une visibilité un peu de vraiment la chute sur le prix spot sur les 18 derniers mois. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans une nouvelle période, et depuis cette nouvelle période, si vous voulez, on a un taux d'obligation qui est de 2500 TWh CUMAC tout cumulé, c'est-à-dire certificat d'économie d'énergie classique et précarité. Et le volume généré du 1er janvier 2022 à août 2022 est déjà de 714 TWh. C'est-à-dire que donc, à un taux de production moyen qui devrait être de 52 Tera par mois pour atteindre les objectifs de 48 mois de la 5e période, on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà 714 TWh qui ont été produits sur le début de l'année, ce qui est quand même énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix a tendance à stagner. Et on est, je dirais, un peu dans le creux de la vague. On sait que ça va repartir. À quelle vitesse, c'est compliqué, puisque donc il y a la conjoncture, comme vous le savez, aujourd'hui, elle est quand même délicate. EDF produit beaucoup moins d'énergie qu'il devrait le produire. On a actuellement la pénurie de carburant. Et ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, les obligés sont imposés sur leur volume de vente. Donc, au moins, ils vont produire, et donc leur obligation va diminuer. Voilà, donc depuis le 1er janvier 2022, on a commencé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc une nouvelle période. Il y a des petites évolutions réglementaires. Donc il y en a une qui est un peu significative, mais enfin qui montre quand même qu'on commence à avoir vraiment au niveau de l'administration un certain contrôle du dispositif, parce que c'est vraiment la première fois où on commence une période. Avant, on était sur des périodes triennales qui parfois duraient 4 ans, voire 4 ans et demi, parce qu'on passait d'une période à une autre et des problématiques réglementaires à mettre en place. Et là, d'entrée, on est sur une période qui va durer 4 ans. Donc, ça permet quand même d'avoir une certaine visibilité. Gros changement depuis justement le début de cette période, c'est que l'administration nous demande de leur faire parvenir un reporting trimestriel des actions qu'on a engagées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va vous faire un accord d'incitation financière, quand on va vous faire donc une convention, on va demander à avoir une idée du volume que vous allez générer pour transmettre ces données à l'administration, ce qui va leur permettre justement de piloter à vue l'obligation. Et donc de pouvoir justement revoir ou pas l'obligation en cours de période pour avoir justement un meilleur maintien du prix, pour éviter justement que le prix continue à baisser. Et c'est justement le cas ce qui s'est passé il y a très peu de temps. Donc l'obligation a été revue à la hausse. Le gouvernement a rajouté donc 600 Tera, donc avec 400 sur la précarité et 200 Tera sur le classique, ce qui porte le total de 3100 Tera au lieu de 2500. Ce qui est quand même un signe encourageant pour l'avenir, c'est-à-dire que vraiment il y a une volonté publique de maintenir un prix, puisque de toute façon le prix va impacter automatiquement les investissements. Il y a un petit nuage, on commence à avoir un petit nuage sur la partie justement transport, puisque le dispositif a connu quelques dérives, notamment sur certaines fiches. Il y a des fiches qui permettaient de financer certaines opérations à 100%. Je pense qu'il y a même eu une émission télévisée là-dessus sur des escroqueries à l'isolation à 1 euro et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu des débordements, il y a eu des escrocs qui se sont engouffrés sur cette faille qui vous permettaient d'isoler votre logement ou de faire du calorifugage gratuit. Et il y a eu de l'abus, mais quand on dit de l'abus, c'est vraiment, là c'est du vol. C'est-à-dire que des faux chantiers, des superficies exagérées, des cas de figure où même donc, on passe et on pose la laine, mais quand je dis on pose l'isolant, c'est-à-dire qu'ils ont posé les rouleaux, ils sont partis, ils n'ont jamais posé. Et donc, ça, c'est dans le logement, dans le transport. Oui, c'est dans le logement. Ça n'existe pas, ça. Non, justement, et c'est un peu ce qu'on a évoqué, nous, lors du GT Transport au PNC2E et à DGEC, c'est que si vous voulez, le transport, c'est de la mobilité. Donc, aujourd'hui, il y a des volontés de contrôle qui sont légitimes, mais par contre, je voudrais qu'on m'explique comment on arrive à contrôler une UTI. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est mobile par définition.
Donc, ce qui va vous demander à un bénéficiaire de lui dire, ben, écoutez, à tel jour, telle date, je vais voir cette caisse-là, à tel endroit, qui est pour moi pratiquement infaisable. Voilà, donc là, il y a eu des retours qui ont été faits par le GNTC. On va voir ce que ça va donner, mais ça semble un peu... je peux comprendre qu'il y ait des contrôles, on peut faire des contrôles par contact, appeler le bénéficiaire, fixer des règles. Mais franchement, intervenir sur une plateforme intermodale et demander de prendre un rich taker parce que les gerbés, c'est la 4e, ça me semble totalement infaisable. Voilà, c'est point de vue personnel. Dernier point également, donc, qui est également pas négligeable, il y a justement un projet de mécanisme de stabilisation des prix donc, qui est envisagé, qui pourrait être une chose justement qui permettrait un peu de stabiliser justement les prix, puisque ça impacte aussi bien le prix du cours classique ou, comme on parlait tout à l'heure du programme Remove, quand vous avez un prix qui est fixé à 7 sur un programme et qu'aujourd'hui le cours est à 5,5, ça semble difficile de trouver du financement sur ce programme. On termine par un exemple. Oui, pour faire vite, un petit exemple, donc sur l'acquisition, que ça peut être aussi bien en location ou en achat en propre donc d'un Megaliner. On estime que le coût 2021, on est aux alentours de 26 000 et quelques euros. Elle fait, je n'ai pas les lunettes, mais ça fait un taux de rotation de ces 4 voyages par jour. On arrive à un volume de 3 gigas et des poussières, ce qui fait un montant de prime aux alentours de 21 164 euros, ce qui va couvrir 70% de l'investissement. Voilà. 79%. 79% de l'investissement. Et sur la valorisation, on suit l'évolution du prix et en plus, on vient se greffer sur le cours émis. Donc, ça peut être plus en fonction également plus ou moins en fonction du taux de rotation. Merci beaucoup. Vous avez montré que vous connaissez particulièrement bien la mécanique des CE. Un avis, une évaluation sur le rôle qu'ont les CE dans le report modal. Pour vous, c'est un instrument prioritaire. Oui, comment vous l'évaluez ? Alors, si vous voulez, justement, c'est quelque chose qui est assez amusant puisque je me rappelle, les premiers dossiers qu'on a déposés, on devait être en fin 2009, on était sur un taux de valorisation autour des 2 000 euros, du 2 euros du méga. Et à l'époque, j'avais des clients. Alors déjà, il fallait convaincre parce que quand vous arrivez et que vous annoncez, écoutez, vous avez droit à quelque chose, vous passez soit pour un voleur, soit pour un extraterrestre. Et aujourd'hui, justement, on a des clients qui travaillent au niveau européen et qui commencent à se dire, mais attendez, il y a ça qui fonctionne en France, c'est quand même super, j'arrive à avoir un ROI entre 50 voire 100% et plus dans certains cas de figure. Donc on vient de me demander, mais est-ce que ça fonctionne en Belgique? Est-ce que ça fonctionne en Allemagne? Est-ce que ça fonctionne dans d'autres pays? Donc on voit vraiment que c'est un plus. Voilà. Ça a été un levier important pour... Ça a été un levier important, tout à fait. Cyril Thirion, vous êtes chef du programme Remove à l'ADEME. On a eu un descriptif assez technique du dispositif CE. Vous, à l'ADEME, vous pilotez l'évolution des CE et puis leur intégration dans le programme général qui fait l'ADN de l'ADEME, c'est pas facile à dire, l'ADN de l'ADEME, qui est de favoriser le report modal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les certificats d'économie d'énergie servent votre objectif, votre politique à l'ADEME? Tout à fait. Donc, déjà, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. J'ai beaucoup de chance parce qu'on a déjà prononcé plusieurs fois ce nom de Remove. Donc là, ça va être l'occasion de vous le présenter dans le détail. Donc, une illustration très concrète, c'est que Remove est un dispositif CE, en fait. Donc, c'est vraiment les CE qui financent ce programme. Donc, je vais vous le présenter, en quoi consiste ce programme. Il tourne autour de 2 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration énergétique des flottes de modes de transport massif et de marchandises. Donc là, on parle bien des engins, du matériel. Donc l'idée, c'est de verdir en fait les flottes. Et le deuxième axe, c'est le report modal. Le report modal de la route vers le fleuve, le rail et le maritime. Quand on parle de maritime, c'est le cabotage maritime. Et c'est pareil pour le verdissement des flottes. Le périmètre est assez vaste puisque c'est le fluvial, le fer et le maritime. Donc, dans ce programme, il y a une gouvernance. Et la particularité de cette gouvernance, c'est qu'elle est extrêmement vaste. Le porteur pilote, c'est donc l'ADEME.
Et donc, on va avoir dans ce programme 8 porteurs. On va avoir donc les donneurs d'ordre qui seront représentés par la UTF, les transporteurs avec la FNTR et Union TLF. On aura le ferroviaire qui sera porté par UTP, le maritime par le cluster maritime français et le fluvial qui sont représentés par 2 membres qui étaient présents tout à l'heure, c'est-à-dire E2F et VNF. Avec donc tous ces porteurs, on a des partenaires que je vais citer. C'est pour vous montrer le nombre d'acteurs qui sont engagés. C'est la particularité de ce programme, et de faire se parler les modes entre eux. C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, en termes de partenaires, pour le ferroviaire, on a donc GNTC qui est présent, avec AFRA, avec SNCF Réseau et avec Objectif OFP. Pour le maritime, on a la coopération maritime, donc ce sont les pêcheurs, l'UNIM, Winship et l'Union des ports de France. Et pour le fluvial, il y a un partenaire qui est la CPP. Donc ça fait un nombre d'acteurs extrêmement important pour un programme. Ensuite, si on va en termes de budget, puisque ça a été mentionné tout à l'heure, le chiffre était presque bon, c'est 38,5 millions d'euros. Et donc, à aujourd'hui, on a réuni 23 800 000 euros, un peu pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Et nous avons 3 financeurs qui sont EDF, Total Energy et Distridine. Voilà. La fin du programme est prévue pour le 31 décembre 2025. Ensuite, si on va dans les dispositifs eux-mêmes, on a quelque chose d'assez classique maintenant dans les programmes qu'on met en place, c'est-à-dire on va essayer de sensibiliser et informer notamment les donneurs d'ordre. Évidemment, pas des gens comme vous, puisque c'est votre métier, vous connaissez très bien les enjeux et l'intérêt du multimodal, mais donc toucher ceux qui n'en font pas. Et donc c'est pour ça que l'intervention de M. Courtois était extrêmement intéressante à ce sujet, parce que ça permet aussi de démythifier pour ceux qui ne font pas de multimodal et pour leur expliquer que c'est tout à fait possible et que ça peut tout à fait s'intégrer dans la flux logistique. Donc une période de sensibilisation et d'information. Ensuite, une phase d'engagement volontaire et éventuellement la labellisation des acteurs les plus performants. Donc ça passe en fait par donc un cadre méthodologique qui va permettre de montrer en quoi on peut insérer ce type de flux au sein des supply chains. Ensuite, il y aura un catalogue d'actions qui sera proposé et qui sera mis en œuvre à travers en fait un accompagnement technique. Un accompagnement technique qui va permettre d'identifier les flux et les modalités pour mettre en place ce report modal ou le verdissement des flottes, parce que les 2 dispositifs sont en parallèle. Et en plus, par rapport au report modal, on va mettre en place une expérimentation d'incitation financière à destination des donneurs d'ordre. Et donc, on espère que toutes ces mesures combinées vont favoriser le report modal. Et en termes d'objectifs, on vise, pour le verdissement des flottes, de sensibiliser environ 700 opérateurs et d'avoir 80 opérateurs qui vont être chartés, donc c'est-à-dire dans une démarche pour verdir leur flotte, donc que ce soit dans le fluvial, dans le maritime ou dans le ferroviaire. Et pour ce qui est du report modal, on souhaite toucher 700 responsables transport et former 260 responsables transport à un report modal pour après en fait avoir une réalité de flux. L'objectif, c'est vraiment d'être dans des choses extrêmement concrètes et d'être avec des plans d'action. Et l'idée, c'est vraiment à un moment donné d'être capable de compter le nombre de camions qui sont passés de la route vers le fluvial, vers le train. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est mettre en place
une espèce de flux logistique qui serait vertueux, et donc là qui serait labellisé, et qui partirait du port en fait, pour valoriser aussi l'action des ports français et imaginer aussi, alors déjà un report modal, ce serait bien de la route vers le fleuve, mais aussi que les reports modaux se parlent entre eux. Voilà. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup. Thomas Courtois, il est déjà plus une de vos cibles, en fait. Il est trop avancé. Quelles sont vos cibles exactement? Les cibles, c'est ceux qui n'en font pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en font pas. Et l'idée, c'est de leur montrer que c'est possible. Donc, ça passerait par des choses extrêmement simples, par exemple de superposition de plans de transport ou de cartes de flux, pour dire, vous avez un Paris-Bordeaux, ça tombe bien, il y a une ligne Paris-Bordeaux qui existe. Vous vous chargez au sud de Paris et puis vous arrivez à Bordeaux le lendemain matin. Et donc après, quelles sont vos cartes, où sont vos entrepôts, où sont vos clients, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les contraintes qu'il faut faire chez vous. Par exemple, typiquement, c'est vrai que si on a une logique de route, on n'est pas à une demi-heure près quand on charge ou à une heure près, alors que quand on prend le train, si le train il part de Valenton à 9h, il faut que le camion soit arrivé à telle heure, ainsi de suite. Donc après, il faut juste intégrer ce type de flux qui est fait par ailleurs et qui n'est pas forcément fait pour la route, mais en fait, c'est assez simple. Et après, de la même façon, une fois qu'on est arrivé à Bordeaux, si on a une heure de rendez-vous adaptée chez le client, on peut tout à fait intégrer ces flux. Et d'un point de vue économique, comme vous l'avez très bien dit, on pense aussi beaucoup que par exemple, le train, c'est plus cher. Et vous l'avez très bien dit, non, pas forcément. On entend beaucoup, oui, il y a des ruptures de charge, il y a des coups de fourche, il y a de la manutention, donc ça va alourdir le prix. Mais en fait, quand on est dans des bons schémas, quand on est dans les bonnes distances, par exemple les 500 km, c'est pas forcément vrai. Donc c'est ça qui est... En fait, c'est beaucoup de pédagogie. Qu'est-ce que vous en pensez Alors ça tombe bien parce que ça m'inspire pas mal, parce que pas mal de choses, de réflexions, puisque vous avez dit je suis trop avancé. Oui, j'ai bien avancé sur ma réflexion, mais par exemple l'intervention avant sur le fluvial, je fais pas du tout de fluvial. Et il y a des flux qui ont été évoqués qui pourraient m'intéresser. Alors je pense pas que ça, je sais pas quel est le délai, etc. Mais ça montre juste que même si je suis sensibilisé au report modal, je connais pas tous les flux, je connais pas les délais, je connais pas les contraintes, et qu'il y a besoin d'animer et de transmettre ces informations et d'avoir une plateforme ou un moyen en tout cas de le faire et de sensibiliser les responsables de transport comme vous en parliez. Et ça c'est important parce que il y aurait peut-être d'autres opportunités que pour l'instant je ne connais pas. Vous voyez. C'est vrai, transporter de l'huile sur l'eau, ce serait pas mal. C'est une belle image. On s'avance peut-être un peu, mais On a eu avec vous un témoignage d'un vrai report modal, en tout cas d'une croissance des trafics multimodaux. On a vu avec vous, monsieur, la mécanique des CE, le programme Remove d'évangélisation d'une certaine façon et de publicité des bénéfices du report modal. On va envisager une sorte de quatrième outil, qui est l'objectivation des chiffres, des performances, etc., avec Thomas Raymond qui est chargé de mission au GNTC, après avoir notamment travaillé au gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. Ce projet d'aboutir à un observatoire, pourquoi cet observatoire, pourquoi ce besoin d'objectiver un certain nombre de situations et de réalités? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Et merci de l'invitation. C'est l'enjeu de la connaissance. C'est exactement ce que vous venez de dire à l'instant. Alors effectivement, je suis chargé de mission pour ce projet au sein du GNTC. Ce projet d'observatoire du transport combiné qui vise à combler un vide, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui en France d'entité apte à observer cette filière de façon dynamique et de la mettre en perspective dans le contexte très particulier où nous sommes avec nos grands enjeux de doublement ou de triplement. Donc quelques mots simplement pour vous expliquer, pour commencer, le contexte de départ et le constat qui a été fait avec principalement la profession, le GNTC et la filière ces dernières années. Il y a donc un défaut de connaissance du transport combiné
de par ces données, de par ces chiffres. Donc depuis ce matin, Gilles Thu nous a rappelé à juste titre les chiffres et les bons chiffres que nous avons en ce moment. Donc on a échangé sur des chiffres. Mais en fait, les données sur le transport combiné, elles ont 4 défauts. Elles sont peu nombreuses, dispersées, hétérogènes et tardives. Alors, peu nombreuses. Il y a, en dehors des chiffres macro que tu as rappelés tout à l'heure, il y a un vrai défaut de connaissance de toute une série d'aspects du transport combiné. Au hasard, un exemple parmi bien d'autres, la nature des marchandises transportées par mode combiné. Alors si on met à part les marchandises dangereuses qui sont la seule obligation réglementaire, il n'y a pas de connaissance agrégée, mise en perspective de la nature des marchandises transportées par combiné en France, ce qui est déjà un peu embêtant pour piloter stratégiquement la filière avec tous les enjeux qu'elle a à répondre. Les données sont dispersées parce qu'elles sont en fait un petit peu à droite à gauche. Il y en a chez SNCF Réseau, VNF, les 2 grands gestionnaires d'infrastructures, et il y en a au niveau de l'État. Et quand je dis l'État, c'est déjà 2 entités, c'est la DGITM qu'on a vu ce matin, c'est aussi le SDES, le pas très connu service de données et d'études statistiques du ministère. Il y en a à l'ART, l'autorité de régulation des transports, il y en a à l'ADEME. Donc dispersion. Qui dit dispersion dit 3e défaut, hétérogénéité des données. VNF parle beaucoup d'EVP. Le rail route, on parle plutôt d'UTI. Les fréquences de collecte ne sont pas les mêmes, les formats ne sont pas les mêmes. La DGITM présente des chiffres sur les UTI transportés, mais il n'y a pas le transit, c'est-à-dire les conteneurs qui traversent la France sans la desservir, qui vont de Belgique en Espagne, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément un sujet, mais c'est un sujet quand même pour les trafics de SNCF Réseau. Donc, données hétérogènes. Et puis, 4e et dernier défaut, et non des moindres, ces données sont tardives. On a connu il y a quelques semaines les données pour le trafic combiné français de 2021. C'est beaucoup trop tard pour piloter une filière aussi stratégique que la nôtre et pour piloter son devenir. Juste un aparté, dans le transport maritime international, vous avez des entités publiques, l'OMI, privées, comme le Lloyd's de Londres, par exemple, qui, à la mi-janvier de A+1, est capable de vous dire le trafic mondial de conteneurs de l'année A, et même capable de vous dire le ranking des 10 premiers opérateurs. C'est un exemple. Nous, on est 6 mois, 8 mois après. Donc, c'est beaucoup trop tard. Donc, on a un vrai enjeu à travailler là-dessus, à raccourcir le délai de transmission des données. Donc, fort de ce constat... Donc, l'idée, c'est pas de faire une usine à gaz où on va être content en N+1, voire N+2. Moi, je vois des statistiques qui m'arrivent de temps en temps. J'ai l'impression que ça parle de la préhistoire, parce qu'on parle de 2020 parfois, et on est en 2022. Donc l'idée, c'est pas de faire ça, c'est pas de se donner bonne conscience en mettant sur papier glacé des chiffres qui remontent à loin, mais qui sont utiles par ailleurs pour un certain nombre d'usages. Mais en tout cas, dans l'usage de pilotage d'une filière ou de lobbying auprès des pouvoirs publics, l'objectif, c'est de faire quelque chose de plus réactif, c'est ça ? Alors, tout à fait. Alors, donc, fort de ce constat, on est parti sur ce projet d'observatoire du transport combiné qui va prendre jour d'ici à la fin de l'année. L'objet, effectivement, c'est pas du tout de créer une usine à gaz. On a écarté l'idée de créer une structure. En fait, notre idée, c'est de créer un observatoire fonctionnant en réseau, c'est-à-dire qui mette autour de la table les 5 ou 6 ou 7 parties prenantes que j'ai évoquées, de façon à ce que chacun sur la table amène les données qu'il a, en respectant bien entendu les impératifs légaux liés au secret des affaires, au secret statistique. C'est tout à fait légitime et on sera très vigilant là-dessus, bien sûr, mais qu'on puisse quand même partager ces données de façon à trouver des dynamiques collectives. L'objectif, c'est de mieux connaître la filière. En fait, il y a même 3 objectifs. Le premier objectif, c'est mieux connaître la filière. Et donc, on rejoint un peu les objectifs fondamentaux sur la promotion du transport combiné. Le deuxième objectif, c'est notamment en raccourcissant ce délai de connaissance des données, de permettre à la filière de mieux se piloter elle-même, de mieux défendre ses causes vis-à-vis des pouvoirs publics, des parties prenantes, des chargeurs, des clients, de la société civile. Et puis, le troisième et dernier objectif, auquel on pense un peu moins, c'est favoriser, susciter l'innovation. C'est important parce que le combiné est une filière, je le répète, encore mal connue en France. C'est difficile d'avoir accès à ces données. Je prends un exemple que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Il y a des constructeurs de Richthofen
qui travaillent beaucoup d'arrache-pied en ce moment en Europe sur le Richthofen hybride, le Richthofen électrique. Ces gens-là ont besoin de données pour amortir leur business plan, pour construire leurs perspectives d'affaires. C'est impossible de savoir aujourd'hui combien il y a de manutention sur les 30 ou 35 terminaux français. Donc le dernier objectif, c'est l'innovation. Et pour finir, donc, on va essayer de mettre en place tout ça d'ici à la fin de l'année. J'ai le micro, j'en profite. Fin de l'année 2022, rassurez-moi. 2022, absolument. J'en profite pour faire un appel, pour refaire un appel aux parties prenantes intéressées et pressenties à ce projet, donc principalement SNCF Réseau et VNF, les deux grands gestionnaires d'infrastructures qui sont dans la salle. Donc je leur redis qu'on compte beaucoup sur eux pour participer à ce projet. En retour, les opérateurs, le GNTC prendra sa part également pour fournir les données qu'il peut apporter à cette dynamique collective. Le but, encore une fois, étant de mieux connaître la filière par les données d'une façon partagée qui profite à tous. Donc un observatoire dynamique et pas un observatoire passif ou, Absolument. ou trop loin. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas Courtois sur son expérience, à Bernard Lotte sur les CE, à Cyril Thirion sur le programme Remove ou encore sur l'Observatoire? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, monsieur, allez-y. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. C'est plus une question personnelle. Vous parlez du problème des connaissances des professionnels du secteur. Moi, je suis en Master 2 dans une grande école de commerce. Dans le top 10, aujourd'hui, il y a l'ESSEC, IESEG et CAGE qui sont des masters en Operation Management. Je prends mon exemple. Dans mes cours, on parle très peu, très peu, que ce soit de ferroviaire ou de multimodal. C'est généralement que de la route et un peu de maritime. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui rentrent directement sur le marché dans la supply, dans la gestion d'entrepôt, dans la gestion de chaînes logistiques. Comment aujourd'hui, vous, que ce soit l'ADEME ou le GNTC, inciter les écoles et les professeurs, souvent qui ce sont des docteurs, souvent étrangers, pour inciter les futurs cadres du secteur à s'intéresser à la filière et surtout avoir les connaissances dans cette révolution supply chain et bien évidemment écologique. Merci. Merci pour votre question. Moi, je mêle de ce qui ne me regarde peut-être pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui a envie de faire du ferroviaire, du combiné dans l'avenir. Oui. Hein, ça se sent. Thomas? Alors moi, je réponds comme je le pense. La première chose, c'est d'être convaincu que le transport combiné, c'est un monde passionnant. C'est un monde passionnant. Pourquoi? Parce que vous agglomérez plusieurs facteurs de production, plusieurs facteurs de transport. Vous faites de la route, vous faites du rail, vous faites de la barge, vous faites du fluvial. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est le transport de marchandises de l'avenir pour la planète. À partir de ces deux convictions-là, vous pouvez toujours trouver les formations, les professionnels, les opérateurs qui vous aideront à transformer votre rêve en réalité professionnelle. Voilà. Oui, je voudrais juste ajouter un autre point, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, ce qui va permettre de décarboner les opérations, le transport, ça passera par le combiné, c'est par les modes massifiés. C'est eux qui nous le permettront. Et donc l'idée, c'est pas de mettre en compétition les modes de transport les uns par rapport aux autres. C'est vraiment de trouver l'alchimie entre eux et pour les faire travailler ensemble. Je pense que c'est ça. Et si on arrive à casser en fait les silos, c'est bien parce que ça marche dans tous les domaines, l'idée de casser les silos. Mais là, ça marche encore plus. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Parce que et vous avez parlé de Fret 21. C'est vrai que si on veut faire de l'amélioration énergétique et décarboner le transport, le fer, le fluvial, le cabotage maritime sont les meilleurs moyens de le faire. Et si vous dites qu'on ne parle pas assez de ça en école de commerce, vous avez raison. J'en ai fait une aussi. C'est vrai qu'on ne parle pas de ça. Et vous parlez du maritime, mais parce que c'est le maritime qu'on voit le plus, parce que c'est ce qui est le plus représenté dans les flux internationaux. Donc on pense tous aux conteneurs qui font Chine-Europe, mais après, d'une certaine façon, nos flux, c'est pratiquement au niveau de la planète les derniers kilomètres, quoi. Et c'est ceux sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Le maritime travaille aussi pour décarboner son activité.
Et nous, il faut aussi qu'on le fasse en sortant du principe qu'il n'y a que de la route, quoi. Parce que ça ne marchera pas et ce n'est pas comme ça qu'on décarbonera les choses. Avant de prendre la question suivante, un petit sondage en temps réel. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été sollicités par des écoles de commerce, par des universités pour témoigner de l'activité? Qui lève le doigt? Ah, quand même, une douzaine. C'est un peu, mais ça pourrait être effectivement beaucoup plus. Madame. Mais pardon, mais c'est en train de changer quand même. C'est en train de changer. Oui, c'est en train de changer parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train on le voit bien, qui est en train de se mettre en place, notamment grâce aux écoles, aux étudiants. Et donc après, il faudra faire les connexions avec comment de cette prise de conscience on arrive à l'action. Et les sujets sur lesquels on est, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment l'action. Madame. Donc merci. Oui, donc Stéphanie Planck, VNF. Donc juste pour vous présenter le programme River Learning, qui est organisé par VNF, donc qui permet donc de former donc des étudiants ou des décideurs en entreprise. Donc n'hésitez pas, on peut se voir à la fin. Je vous donnerai ma carte et on peut organiser des formations. Vous pouvez aller sur le site VNF, vous avez toutes les informations. Mais on a vraiment des sessions qui sont adaptées. Voilà, je crois que c'est un des rôles inattendus, président, de cette matinée, c'est de mettre en relation des étudiants et des éventuels employeurs. Je crois qu'il y avait une question aussi, si le micro peut vous arriver derrière. Merci, madame, de transmettre le micro. Oui, bonjour. Alberto Ambrogio Intermodal. Seulement pour vous dire, nous avons 2 chantiers au sud de la France, Boulou et Mougères. Et si bien il y a 15 ans, l'Université de Bordeaux, la UT Transport, un professeur m'avait contacté pour visiter notre chantier. Ça a duré 2-3 ans. Après, il est disparu. Par contre, régulièrement, nos chantiers sont visités, par exemple, par l'Université de Bilbao et par aussi l'Université de Barcelone qui monte au Boulou et qui montre aux gens qui font des masters en logistique le port de Barcelone, le chantier combiné, le centre du Boulou, où il y a l'autoroute ferroviaire et le chantier combiné Ambrogio, et toutes les options qu'ils ont aussi autres. Bon, en Espagne, le fluvial, malheureusement, n'est pas présent, mais toutes les options, ça veut dire. En France, par contre, Bordeaux, au moins, peut-être ils vont à Ourcade, mais jusqu'à Mougères, ils ne viennent plus. Merci. Merci beaucoup, M. Ambrogio, pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention? Le micro, peut-être. Vous arrivez juste ici devant. Voilà. Il y a aussi une question derrière. Alors, madame, pour commencer. Bonjour, Maïlis Abderalden. Alors, je répondrai au jeune homme que la société que je dirige est centre de formation, Calliope, Datadoc, agrément de la Directe et bientôt CPF. Qu'entre 2021 et 2022, nous avons accompagné pratiquement 250 apprenants à la technique du report modal, à la recherche des plans de transport, à la gestion des achats, aussi bien au niveau régional, national que français. Donc, j'invite le monsieur de Le Sieur à me contacter également. J'invite l'ADEME à me contacter également. Il y a beaucoup de boulot. Il y en a trop aujourd'hui. On recrute. On a des problèmes à recruter, à trouver du personnel. Mais il y a des centres de formation compétents adaptés au report modal. Merci beaucoup pour cette précision. Je crois que la question était plutôt sur ces écoles de commerce un peu prestigieuses qui sont un peu, parfois, voilà, qui ne regardent pas forcément certaines réalités. Merci beaucoup pour votre précision. Et une dernière, peut-être, monsieur, je crois que madame, si vous voulez bien transmettre le micro à monsieur. Pour la dernière question avant de passer à la table ronde suivante. Bonjour, je me présente, donc je suis Stéphane Chabot et je représente le groupe Ziegler. Donc Ziegler, un transporteur routier et un logisticien qui a en stratégie de faire beaucoup de report modal. C'est vraiment un axe prioritaire. Je rebondis sur le témoignage de M. Courtois. M. Courtois indiquait que finalement, en 2 ans, il a pu multiplier par 2 son utilisation du report modal. Et finalement, pour lui, c'était relativement aisé et fluide parce que ce qui vient chez Le Sieur, ce n'est pas un train, c'est finalement un camion qui prend une unité de transport modal qui va donc être transbordé sur un train un petit peu plus loin. En fait, ma question elle est pour le représentant de la DGITM. Dans les aides, vous avez indiqué 70 millions d'euros d'aide aux wagons isolés
et 40 millions d'euros d'aide au report modal, si j'ai bien noté. Et je suis surpris de cette proportion. Pourquoi est-ce que finalement le wagon isolé, qui semble beaucoup plus difficile à appréhender pour la majorité des chargeurs, est beaucoup plus aidé que le report modal, qui semble une solution beaucoup plus naturelle et accessible et probablement compétitive? Question tout à fait pertinente, mais je suis désolé de vous apprendre que M. Lavoué est parti. Ah, bah vous lui transmettrez. Alors évidemment, la question lui sera transmise. Peut-être que M. Thirion peut vous donner un élément d'éclairage par rapport à cette question. Ce que je peux dire, c'est que dans Remove, il y a aussi, en termes de puissance publique, l'ADEME, mais aussi la DGITM et aussi la DGEC. Donc en fait, pareil, les programmes ne sont pas en compétition les uns avec les autres, ils se complètent et on essaie de trouver des logiques. Là, c'est des logiques à la fois, on va dire, de multifilières. Et donc là, l'idée, c'est le report modal et le verdissement des engins. Et après, le programme est mis en place et on essaie de trouver les financements ajustés finalement pour chaque programme. Mais il ne faut pas penser que les programmes, il n'y a pas une hiérarchisation. Il n'y a pas un choix délibéré en faveur d'un trafic plutôt que d'un autre. Non, faut pas avoir ça en tête. En tout cas, votre question sera transmise, je pense, par Aurélien à François Lavoué pour que vous ayez une réponse à cette question très, très pertinente. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier les 4 participants. Merci à vous. Et je vais maintenant accueillir la dernière table ronde après un petit jingle lancé.